Bon bah écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour une discussion avec Christelle Edman bien sûr et bah écoutez 3 créatrices de contenu, ce qui est assez innovant, nouveau. Je suis très heureuse que ça se passe. 4 filles sur un plateau, c'est pas tous les jours. Sur un plateau aussi. Merci. Il y a plus de femmes dans l'audience que de... Et c'est vrai complètement. Et je vous propose les filles de se présenter. Eh bien, moi, c'est Estelle d'Alençon. Je suis plus connue sous le pseudonyme Wonder Woman sur les réseaux sociaux. Et comme mon nom l'indique, eh ben, je vulgarise les mathématiques. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Viviane Lalande, je suis connue sur les réseaux sous le nom de Syllabus, donc je vulgarise la science depuis 2009, donc ça commence à faire un petit moment. Et à la base je suis formée en ingénierie et en recherche, voilà. Et puis bonjour à tous, moi c'est Diane Benamou, je m'appelle Esterium sur les réseaux et je vulgarise, tout le monde vulgarise en fait ici, l'IA pour la rendre accessible à tout le monde. Il n'y a que moi qui m'appelle Christelle Edman Ouais, sur les réseaux alors, en fait, c'est ça? C'est à peu près ça. Il faut qu'on réfléchisse. Je m'appelle Orange en fait, c'est ça? Non, du tout. Mais c'est un vrai bonheur. Vous me trouvez un petit nom pour les réseaux sociaux là. Mais j'aime bien Wonder Woman, franchement c'est pas mal. Ouais, on peut brainstorm. Mais juste après, je cherche si pas vous à faire ça moi. C'est mes élèves qui l'ont trouvé, donc je pourrais leur demander pour vous. T'es prof de maths? Oui. Ah génial. Bon, écoutez Christelle, aujourd'hui Vivatech fête ses 10 ans. Donc déjà, joyeux anniversaire Vivatech, incroyable. Ah oui, d'accord, on va applaudir tout. Ok. Non, je voulais parler surtout des innovations qu'il y a eu depuis une dizaine d'années. On a vu montée fulgurante de toutes les technologies et surtout une accélération avec l'IA ces dernières années. Et bah, on a remarqué surtout que ça avait changé tous nos usages, les réseaux. Je pense surtout à Orange pour les réseaux, pour aussi le service client, enfin bref, pour tout ça. Pour vous, c'est quoi les enjeux, les défis de l'IA en France et même en Europe? Alors c'est vrai qu'en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui on se pose plus la question d'avoir de la connectivité ou pas. Les défis de l'IA en Europe ou les défis de l'adoption de l'IA, il y en a beaucoup. Nous on aime dire que le défi principal c'est l'humain et c'est la confiance. C'est pas la technologie qui pose problème parce que c'est pas à Vivatech on voit à quel point il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce à l'IA. Mais en fait c'est un sujet d'adoption. C'est un sujet de transformation des organisations, de transformation des métiers, de confiance pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup aussi de craintes, parfois des craintes avérées sur des enjeux de sécurité, parfois des craintes qui sont des fantasmes qu'il faut arriver à démystifier. Donc c'est pour ça que nous, on met la confiance au cœur de notre stratégie chez Orange. Complètement. Et moi, ce que j'aime bien dans votre discours, surtout, c'est remettre l'humain au centre aussi. Et d'ailleurs, il y a énormément de craintes. Par rapport à l'IA, il y a un certain fantasme dû aussi au film, j'imagine qu'on a beaucoup trop vu fin années 90, début 2000, sur le fait que l'IA pourrait un jour nous contrôler, que la machine pourrait prendre le dessus. Comment on fait justement pour ne pas qu'elle prenne le dessus? Comment on fait pour rassurer les gens? Il y a beaucoup d'abord, il y a beaucoup de questions réelles sur ces sujets-là. Alors selon le métier qu'on fait, nous, il y a des environnements sur lesquels l'IA n'accède pas, parce que quand on gère des réseaux très physiques qui sont dans les rues, dans tous les villages de France et d'Afrique, avant que l'IA aille faire ça, non. Donc, mais c'est vrai que il y a des vrais sujets de sécurité, de cybersécurité, indépendamment de l'IA d'ailleurs. C'était déjà des sujets. Orange Cyberdéfense fête ses 10 ans comme Vivatech. Et donc, là, on peut applaudir. Et on voit bien que les menaces accélèrent, la vitesse surtout. En fait, ce qui est assez fulgurant si on fait les 10 ans de Vivatech, c'est la vitesse à laquelle les innovations, des ruptures en fait, et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on parlait déjà d'IA à Vivatech. Complètement. Mais on parlait d'OpenAI. Oui. On parlait pas d'Agentic AI, on parlait pas d'Anthropic, Fable 5, etc. Et par contre, on parlait un peu de métaverse qui a totalement disparu. Donc alors on voit qu'on est quand même dans un monde où ça va très très vite. Et c'est paradoxalement la vitesse qui est la partie la plus surprenante, je trouve, de ce monde dans lequel on vit aujourd'hui avec de l'IA. Complètement. Et ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça va tellement vite qu'il faut être capable de se former.
Donc, il faut former les citoyens, mais aussi les ingénieurs à la façon dont ils vont faire leurs IA. En ce moment, je travaille justement avec des chercheurs de l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement. Et j'ai appris plein de choses en travaillant avec eux sur justement qu'on peut avoir vraiment une vision de l'IA durable, donc que ce soit écologiquement, que ce soit éthiquement et en termes de sécurité aussi. Mais tout ça, ça vient vraiment des concepteurs. Il doit y avoir une vraie volonté de la part des entreprises, de la part des ingénieurs, que de faire des IA qui nous font du bien, on va dire. Et donc, vous en avez parlé déjà, cette partie-là qui était super importante pour Orange. Comment est-ce que vous faites concrètement pour vous assurer que on peut avoir cette confiance envers ces outils d'IA finalement? C'est des discussions qu'on a en interne déjà chez Orange, qu'on a avec tous nos clients, les clients, les pros, il y a évidemment les consommateurs un peu moins, même si on pousse aussi, on fait beaucoup autour de l'éducation, et en particulier les jeunes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que l'IA... Aujourd'hui, on ne se pose plus la question d'utiliser Internet, d'avoir un portable, d'utiliser des solutions dans le cloud. Et on ne parle pas de ça comme étant de la technologie. En fait, c'est des outils au service de tous les métiers. Alors évidemment, quand vous êtes boulanger, quand vous êtes technicien ou quand vous êtes commerçant ou vendeur dans un grand groupe comme Orange, vous ne faites pas le même métier. Mais au fond, vous vous servez tous d'un portable, vous faites tous des réservations en ligne, vous faites tout. Et en fait, l'IA, ça va être ça. C'est-à-dire que ça va être un outil au service de tous les métiers. Donc il faut mettre les outils dans les mains des collaborateurs, dans les entreprises. Il faut le mettre dans les mains de toutes les personnes qui travaillent, des gens qui éduquent. Et puis c'est vrai aussi qu'on voit qu'il y a des enjeux autour de la confiance, parce qu'effectivement il faut protéger, quand même donner un cadre de confiance. Et donc c'est ça qui est pour nous l'essentiel. Sur les sujets de sécurité, sur les sujets de data, de protection, de propriété intellectuelle, quand on travaille avec des grands groupes ou dans des équipes de recherche, et y compris chez Orange. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont le cadre qui va permettre réellement à l'IA d'être adoptée à l'échelle. Et donc, vous avez parlé d'éducation, et évidemment, c'est le volet qui m'intéresse le plus, parce qu'avec l'IA, il y a des vrais enjeux d'esprit critique, de vérifier ses sources. Et ça, c'est arrivé en tout temps avec toutes les innovations. Moi, je me souviens qu'à mon époque, c'est Wikipédia qui effrayait les enseignants. Et là, ensuite, il y a eu les réseaux sociaux quand j'étais jeune enseignante. Maintenant, c'est l'IA qui nous fait peur. Donc, il y a un vrai enjeu auprès des jeunes. Donc, quelles seraient les solutions à proposer pour ça? Moi, je suis persuadée que l'IA, l'endroit où l'innovation autour de l'IA va être la plus disruptive, c'est sur l'éducation. Parce qu'on va pouvoir personnaliser en fait la formation. Ça donne à chacun finalement la capacité à avoir son propre coach personnel dans tous les domaines en fait qui existent, et d'avoir à la fois accès à l'excellence, ce qui pose plein de questions sur l'évolution même pour les profs, enfin les méthodes, les programmes, etc. Et puis ce que vous disiez, l'esprit critique. Parce qu'en fait, l'IA reproduit les erreurs, elle en crée même les hallucinations. Et donc, il faut complètement réinventer la façon dont on apprend. Alors, j'ai envie de dire, c'est tellement naturel avec l'IA qu'il faut du coup avoir cet esprit critique, parce qu'on peut apprendre des faussetés. Il y a le sujet du rapport à la science, du rapport à qu'est-ce que la vérité. Bon, c'est des sujets qu'on voit tous les jours dans les news et dans les réseaux sociaux. Mais c'est un outil formidable pour démocratiser, pour amener l'excellence. Et donc ça va permettre à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès aux meilleurs profs, aux meilleurs scientifiques, aux meilleures méthodes, parce qu'il y a des super profs de maths et puis il y a des profs de maths qui peuvent progresser. Et donc ça va permettre aussi finalement de vulgariser et d'amener le meilleur à tous. Mais on est d'accord que l'IA ne remplacera jamais un prof. Ah mais non, l'IA ne remplacera jamais, non mais il va falloir transformer, c'est la transformation pour les profs, l'adoption de l'IA, parce que j'imagine du coup vous recevez, vous donnez un sujet à une compo, tout le monde va répondre avec, si tout le monde utilise les mêmes outils IA pour répondre, vous n'allez pas pouvoir faire la différence. Donc en fait il faut juger du coup, il faut apprendre autre chose aux élèves, parce qu'on peut pas dire il ne faut pas se servir des outils IA parce qu'ils existent. Donc la question c'est comment on se démarque dans un monde où l'IA finalement enlève la barrière à l'entrée. Et c'est vrai, où l'accès aux connaissances est tellement universel. Mais ça va aussi permettre de personnaliser. Enfin, moi j'admire les profs qui gèrent des classes d'élèves qui sont très nombreuses, de pouvoir personnaliser la formation, comprendre à quel niveau est chaque élève. C'est aussi un formidable outil au service des profs.
Oui, oui, tout à fait. On a plein d'outils d'IA pour la différenciation en classe. Il y a un deuxième volet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Forcément, comme je vulgarise les mathématiques, c'est un milieu qui est très masculin, mais vraiment très masculin. Et donc moi, j'essaye de promouvoir les sciences, les mathématiques auprès des jeunes filles. Et il y a un vrai enjeu autour de l'IA, parce qu'on sait qu'il y a plein de biais, de stéréotypes de genre autour de ça. Et donc moi, ma question, est-ce que vous avez une femme qui vous a marqué dans le milieu des sciences ? Ah bah moi, ma maman, elle était prof de maths. Donc, non mais je pourrais dire Marie Curie, Sophie Adno qui est dans les... Non mais il y en a plein, mais c'est vrai. Alors maintenant, sur la Tour Eiffel, on va avoir le nom des scientifiques. Sophie Germain. On a un bateau chez Orange, Sophie Germain, la première femme qui a fait l'école polytechnique sous un nom d'homme quand même, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. On pouvait pas, les femmes n'étaient pas autorisées. Donc, il y en a plein, mais c'est vrai qu'elles ont souvent été un peu invisibles. Et pour donner envie aux femmes de faire des sciences, il faut qu'il y ait des super profs qui sont en plus dans les réseaux sociaux, qui donnent envie aux jeunes. Et puis il faut parler, il faut utiliser des mots qui ne créent pas une crainte. Et c'est vrai que quand on est une jeune fille, si on se dit c'est un truc pour les garçons, puisqu'il n'y a que des garçons, voilà, donc il y a beaucoup à faire. Après, j'ajouterais quand même qu'on donne beaucoup des rôles modèles exceptionnels comme Marie Curie. On est nombreuses dans le milieu des sciences à pas aimer cet exemple parce que Marie Curie, en fait, elle est morte de son travail. Yes. Et ça donne un peu l'impression qu'une bonne scientifique est une femme morte. Donc aussi, ce qui est bien, c'est de donner des rôles modèles beaucoup plus accessibles parce que y a plein de femmes ici présentes. J'imagine des scientifiques qui ont peut-être pas le niveau de Marie Curie, mais qui sont très importantes dans l'univers de l'IA. Et on a besoin de vous dans les lycées pour inciter nos jeunes filles. Je pense qu'on a toute cette valeur en commun parce qu'on fait toute de la communication scientifique, en tout cas nous trois. Puis évidemment chez Orange aussi, vous avez besoin de communiquer là-dessus. Et c'est quelque chose. Moi, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux maintenant. Puis je commence à avoir des jeunes qui sont en université qui me disent c'est toi qui m'as inspiré à aller à l'université. Donc ça fait très chaud au cœur. Puis ça me rappelle mon âge aussi. Donc ça c'est toujours un peu double tranchant. Ne t'en fais pas. Et donc, il y a toujours ce questionnement-là qu'on me pose et qu'on me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter les jeunes filles à aller dans les matières scientifiques ou à s'intéresser à ce genre de choses. Et moi, je ne sais jamais quoi répondre parce que ça a toujours été là chez moi. C'est toujours quelque chose qui moi, m'a intéressée. Donc, j'ai pas eu de barrière à franchir. Et est-ce que vous auriez un conseil ? Parce que moi, j'arrive jamais à trouver quoi dire. Est-ce que vous en avez un à ces jeunes filles ? Quel conseil donner aux jeunes filles pour je crains qu'on ait la même expérience. C'est que pour moi, c'était normal. J'aimais ça. Ma mère faisait des profs de maths, donc j'étais voilà. Non, mais il y a beaucoup à faire et il n'y a pas une solution miracle parce que sinon, malheureusement, on l'aurait déjà trouvé, on l'aurait mise en œuvre. Non, il faut continuer à avoir des femmes qui en parlent, des hommes qui en parlent aussi. Aller dans les collèges, aller dans les écoles primaires, démystifier, parce qu'effectivement, si on parle que de Marie Curie, on se dit, ok, voilà, c'est pas pour moi. Donc il faut montrer que non, et puis que les sciences, il y a cette image des sciences qui vont m'amener dans un laboratoire de recherche ou derrière un tableau à faire des équations. Et en fait, non, les sciences, alors là, il y a beaucoup d'associations qui font ça sur la vulgarisation. Les démos que fait Sophie Adno dans l'espace aussi, aujourd'hui, c'est plein de petites choses, c'est que voilà, les sciences, elles nous entourent, les maths, elles sont autour de nous, on se parle, il y a des ondes qui se diffusent quand on se parle. Enfin, voilà. Donc il y a plein de façons de rendre ça très ludique. Et moi, j'ai toujours trouvé les maths hyper ludiques. Et donc, et puis je trouvais ça beaucoup plus facile que d'apprendre l'histoire géo, il fallait apprendre par cœur, etc. Au moins les maths, si on comprend, c'est très ludique, quoi. Et puis il y a un petit challenge de trouver la réponse. Mais il faut trouver des moyens d'en parler sans en faire des tonnes. Et puis ensuite, c'est d'aller aussi parler aux profs, se battre aussi pour que les programmes scolaires n'excluent pas mécaniquement. Enfin, il y a aussi des choses à faire structurellement, quoi. Mais il n'y a pas de fatalité parce que nous, on opère dans plein de pays chez Orange. Des pays comme le Maroc ou la Tunisie, il y a plus de femmes ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs que d'hommes. Donc ça montre que c'est pas, c'est des sujets culturels. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas une tendance forcément masculine à être ingénieur. Alors, le cerveau des femmes n'a pas un espèce de truc qui fait qu'il manquerait quelques neurones pour pouvoir faire des sciences. Peut-être qu'il fallait le rappeler. Voilà, il n'y a pas de cerveau bleu ni de cerveau rose. Non, mais pour que vous le sachiez juste, à la sortie de Star Trek, il y a eu une augmentation de 20% de femmes dans les écoles scientifiques. C'est vrai. Donc c'est juste parce qu'il y avait une femme scientifique dans Star Trek. Je me dis que potentiellement, oui, on a besoin de rôle modèle.
Faut qu'on aille voir voilà. France Télé, Canal+, qui crée une Exactement. série sur les femmes scientifiques. Faites des pour femmes donner stylées envie. dans des séries, exactement. On a quelques suggestions. Parfois, il y a un petit déclic, juste voir une femme sur les réseaux, un bon prof de maths, quelqu'un qui nous inspire, ça peut tout changer, vraiment. Ouais. Bah, T'avais une question, je pense. oui, j'ai une petite question, mais alors, c'est une question que je me pose personnellement, mais c'est peut-être bête, vous allez me dire. Je sais qu'il n'y a que 4 femmes dans le CAC 40 qui dirigent des sociétés. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? C'est bête, hein, mais je veux savoir. Non, on n'a pas un groupe WhatsApp. Il y en a 5 maintenant, puisque chez Sanofi, il y a une femme là, qui est arrivée à la pardon. tête de Sanofi fin avril. Ok. Mais on se croise régulièrement, on se fait des dîners. C'est pas facile de faire des. Alors, c'est pas que, on fait pas que CAC 40, Ouais. parce qu'il y a aussi, d'abord, il y a des présidentes du Oui. CAC 40, il y a des directrices générales d'entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40, mais qui sont aussi des grandes entreprises. Donc, mais oui, non, on échange souvent et parfois on s'envoie des petits trucs, voilà. Ok, magnifique. Bah écoutez, au moins j'ai eu ma réponse et je me sens soulagée. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça vous a plu. Merci énormément de nous avoir accordé ce moment-là. Et puis, Merci à vous. Merci on beaucoup. vous dit à l'année à tous. prochaine pour un état Merci. des lieux. Merci.